Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition très spéciale d'Actuel, celle qui marque les 10 ans de l'émission. Cette décennie qui s'est écoulée a vu le monde changer, les droits des femmes aussi. On a découvert de nouveaux termes, des concepts jamais entendus auparavant. On a mis des mots sur les mots MAUX et on va revenir sur ces 10 années avec nos invités, 3 femmes qui connaissent bien la question des droits des femmes. Et pour cause. Commence avec vous, Christelle Tarot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste des droits des femmes et vous avez coordonné cet ouvrage qu'on voit apparaître à l'écran, Féminicide. C'est aux éditions La Découverte, la Bible, si on peut dire, sur les meurtres de femmes. Également avec nous, Ndeye Fatou Kane. Bonjour. Vous êtes doctorante en sociologie, autrice sénégalaise. Vous avez notamment signé, vous avez dit féministe et c'est aux éditions L'Harmattan. Et puis avec nous, enfin, Virginie Herz. Bonjour, vous êtes journaliste à France 24, vous dirigez le service Grand Reportage et vous êtes surtout la pierre angulaire de cette émission puisque vous l'avez co-créée il y a de cela 10 ans et donc vous l'avez présentée pendant 9 ans. Merci à toutes les 3 d'être sur ce plateau aujourd'hui. Alors avant toute chose, je voudrais vous demander à chacune quel événement concernant les droits des femmes vous a le plus marqué ces 10 dernières années. Christelle Tarot. Alors évidemment, c'est très difficile. Si vous me permettez deux. Oui, allez, deux. Le premier, en fait, je pense que c'est le droit le droit à l'interruption volontaire de grossesse que les femmes en Argentine ont conquis de longues luttes, qu'elles ont obtenu par vote du Sénat très conservateur en Argentine, le 30 décembre 2020. Et qui est vraiment pour moi un dispositif d'espoir en fait dans une région où les violences faites aux femmes, l'Amérique centrale et l'Amérique latine, atteignent des niveaux quand même assez hallucinants. Et puis peut-être évidemment la deuxième date importante, ce sont les femmes iraniennes déclenchées par le meurtre d'une très jeune femme iranienne d'origine kurde, Mahsa Amini. Et qui, là aussi, montre à quel point, je pense, les femmes en ont ras-le-bol sur l'ensemble de la planète, en fait. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Absolument. Vous, Ndeye Fatou, qu'est-ce que c'est l'événement qui vous a le plus marqué ces 10 dernières années? Alors moi, je parlerai de 3 événements sur le continent africain, et particulièrement au Sénégal, qui est mon pays d'origine et le pays sur lequel se concentrent mes recherches. Je commencerai par la loi pour la parité en 2010. Pour la première fois au Sénégal, il y a eu la loi pour la parité à l'Assemblée nationale, même si des critiques ont fusé pour dire que la parité devrait être étendue à d'autres sphères socio-professionnelles. Mais pour la première fois, on a eu un nombre égal de députés, femmes et hommes, à l'hémicycle. C'est important parce que l'Assemblée nationale, qui est le lieu où on vote les lois, d'avoir le 50-50. Le deuxième événement, ce serait en 2019. La loi 2005 portant sur la criminalisation du viol. Depuis 60 ans, des associations féminines, dont l'Association des juristes sénégalais, se sont battues pour que la loi soit considérée comme un crime, alors qu'avant c'était un délit. Même si dans l'effectivité de cette loi, il y a encore des choses à dire, parce que le fardeau de la preuve continue de reposer sur les épaules des survivantes de viol. Mais c'était vraiment une très très grande avancée. Donc la troisième, ce serait en janvier 2023. Il y a eu la structuration du réseau des jeunes féministes sénégalaises, parce que le Sénégal, tout féminisme mis à part, est un pays qui a été à l'avant-garde des luttes féminines et féministes en Afrique de l'Ouest. Donc c'est important que la jeune génération s'empare de ce mot en isme qui fait encore grincer des dents et que nous reprenions le flambeau pour continuer la lutte. Donc ces 3 événements-là ont été vraiment marquants pour la jeune féministe que je suis et la théoricienne du genre. Alors Virginie, est-ce qu'il y a un événement qui a particulièrement été à l'origine de l'idée de la création de cette émission? Alors, il n'y a pas eu un événement, mais par contre, il y a eu un avant et un après MeToo. Pour moi, voilà, 2017, l'éclosion du mouvement MeToo, la libération de la parole contre les violences sexistes et sexuelles a été vraiment un moment marquant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette émission, donc, je l'ai proposée il y a 10 ans. À l'époque, en fait, j'avais été grand reporter pendant 10 ans. J'avais sillonné la planète. Et en fait, à chaque mission, je m'apercevais que ce soit au Darfour, pendant les printemps arabes en Égypte, ou encore en Birmanie ou en Thaïlande, non seulement les femmes étaient discriminés encore, alors qu'on était au XXIe siècle, mais surtout que leur rôle était complètement sous-évalué. Je m'étais dit, il faut qu'on mette ça en valeur, il faut qu'on montre, il faut qu'on donne la parole à celles qui ne l'ont pas ou qu'on mette en valeur leur rôle.
et au moment de présenter l'émission, j'ai fait face à beaucoup de scepticisme, comme si c'était un sujet un peu ringard, un peu dépassé, comme s'il n'y avait pas forcément matière à faire une émission spécifique. On l'a faite quand même, malgré ce scepticisme et avec un certain nombre de soutiens par ailleurs. Et en 2017, quand MeToo est apparu, tout le monde m'a dit « Ah bah oui, finalement, vous avez été pionnier, vous aviez bien mis le doigt sur une problématique qui était véritablement d'actualité. » Et c'est vrai que pendant longtemps, en fait, les questions de femmes tombaient régulièrement dans la case faits divers, comme les féminicides, c'est-à-dire le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Souvent, c'était qualifié de crime passionnel. On a vu ces dernières années apparaître tout un tas de nouveaux termes qui permettent de définir justement les violences faites aux femmes, donc les féminicides, bien sûr. Et il y a quelques années, Virginie, vous vous étiez rendue avec toute l'équipe d'Actuel en Argentine, justement pour traiter cette question. On va regarder un extrait, on revient dessus juste après. L'Amérique latine est la région au monde la plus dangereuse pour les femmes. Nous, on dit que le simple fait de naître femme nous fait courir un risque en Amérique latine. Nous, on dit que le féminicide est l'expression extrême du sexisme et du machisme qui s'exprime au quotidien de 1000 manières avant d'aboutir au féminicide. On ne peut pas disposer librement de notre corps. Le corps des femmes est vu comme un objet de consommation ou de reproduction de l'espèce humaine. Ça, c'était en 2017, vous disiez, Virginie? Oui, absolument, en 2017. Et donc, on découvrait la notion de féminicide. Oui, c'est-à-dire qu'en France, en fait, le mot féminicide existait. Enfin, on disait fémicide, féminicide. C'était déjà dans le dictionnaire depuis 2 ans, mais c'était peu commun de le voir, de l'entendre, de le lire. On parlait, effectivement, vous l'avez dit, plutôt de crimes passionnels. Et en fait, la notion n'était pas très bien comprise, comme si c'était un peu le symétrique d'un homicide, mais concernant les femmes. Alors qu'en fait, c'est l'assassinat, le meurtre d'une femme en raison de son sexe, de son genre, du fait qu'elle est femme. Et en fait, très rapidement, ce mot qui a été porté notamment en Amérique latine par les féministes d'Amérique latine, a été reconnu un petit peu partout dans le monde. Et en 2019, je crois que ça a été élu le mot de l'année par les internautes du dictionnaire Le Robert. Alors, on a vu qu'il y en avait beaucoup en Amérique latine. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi dans cette région du monde particulièrement, Christelle Tarot? En fait, je crois que partout en fait, où les systèmes patriarcaux sont extrêmement agressifs et où les contre-pouvoirs sont faibles, et le féminisme, les mouvements féministes sont un contre-pouvoir, bien sûr, et heureusement, oserais-je dire, parce que aussi bien en Argentine qu'au Mexique, ce sont quand même les mouvements féministes, en particulier en Argentine, là où est né le mouvement Pas une de moins. Et puis le concept même de féminicide est né évidemment au Mexique, pour qualifier en fait ce qui était en train de se passer au moins depuis le début des années 90, mais probablement avant, avec des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de femmes disparues, puis qu'on retrouve non seulement tuées, mais surtuées, parce que le féminicide, c'est pas seulement le fait de tuer quelqu'un, c'est de le tuer dans des circonstances qui sont exceptionnelles, puisque toutes les femmes qui sont tuées dans le cadre d'un féminicide, en tout cas au Mexique, ont été victimes de violences sexuelles et de viols avant ou après la mort, ont été victimes de mutilations de l'appareil sexuel et reproductif avant ou après la mort, ont été victimes de démembrement, de profanation corporelle. Donc c'est ça en fait qui qualifie le féminicide de manière extrêmement importante. Et ça naît donc précisément au Mexique, en particulier dans la ville martyre de Ciudad Juárez. Mais en fait, toute la zone entre les États-Unis et le Mexique est touchée. Et nous devons ce concept à une très grande féministe mexicaine qui s'appelle Marcela Lagarde de los Ríos. Et c'est important de le préciser, parce qu'on utilise souvent les concepts sans en connaître l'origine, et beaucoup des outils que nous utilisons sont le produit des intellectuels et des militantes du monde majoritaire. Et donc, c'est important de le dire. Mais cette région n'est, oserais-je dire, pas plus violente que d'autres. Je rappelle que dans la liste des pays les plus dangereux au monde, on trouve notamment beaucoup de pays asiatiques, l'Inde, l'Afghanistan. Donc, malheureusement, oserais-je dire, à chaque fois qu'on est confronté à des régimes qui sont des régimes patriarcaux très agressifs, eh bien, les pics de violence contre les femmes le sont aussi, évidemment.
Alors, il y a quand même eu dans la liste des mots qui touchent les femmes un peu de positif avec le hashtag MeToo qui est sorti il y a quelques années suite à une succession de dénonciations d'agressions sexuelles concernant le producteur américain Harvey Weinstein. Ndeye Fatou Kane, je me tourne vers vous parce que vous avez été un peu fer de lance au Sénégal où vous avez lancé un hashtag local qui était Balance ton saï-saï, c'est-à-dire Balance ton pervers en Wolof. Quelle a été l'ampleur du mouvement au Sénégal? Alors, l'année 2016 était vraiment une année extraordinaire en ce qui concerne les violences sexuelles. C'est l'année où il y a eu la vague de dénonciations sexuelles contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Et par chance ou par malchance, j'ai eu l'occasion de séjourner au Sénégal. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait une vague de dénonciations mondiale, je me suis dit, mais où se positionne le Sénégal? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez parlé tout à l'heure de la colonne des faits divers où étaient cantonnés les faits de violence sexuelle. Mais concernant MeToo, je suis un peu partagée parce que souvent on entend parler du MeToo africain. Où se situe l'Afrique par rapport à MeToo? J'ai envie de dire que l'Afrique est un continent. De quelle Afrique parle-t-on? De l'Afrique francophone, anglophone ou lusophone? En ce qui concerne l'Afrique francophone et particulièrement le Sénégal, je n'ai pas envie que l'on plaque des concepts et il faut que l'on sorte un peu du misérabilisme africain et qu'on sorte un peu du stéréotype des femmes africaines à sauver. Nous n'avons pas attendu l'Occident ou l'Amérique pour pouvoir porter nos combats. Nous avons porté nos combats depuis 60 ans, voire plus, depuis les vagues indépendantistes. Donc pour revenir à Balance ton saï-saï, j'avais envie un peu de contextualiser, de prendre en compte les spécificités culturelles, sociopolitiques pour dire que les violences sexuelles, il faut qu'on en parle. Alors, Balance ton saï-saï n'a pas eu l'accueil que je voulais, mais bon, c'est le cas de nombreux termes ou de combats que l'on porte en tant que pionnière. Mais je suis ravie de voir que bientôt 8 ans après, et 2 ans après, vous avez des féministes, ça a été publié, de voir que j'ai été un peu, la jeune pionnière et que beaucoup de jeunes sœurs ont écrit des livres, ont porté des combats. Il y a eu Dafadoy qui veut dire ça suffit en Wolof et beaucoup de collectifs dont le réseau des féministes sénégalaises et le collectif, qui ont pris un peu qui ont succédé pour dire que nous sommes aussi là et que nous devons nous battre. Il y a quand même aussi cette question dans l'affaire MeToo, les affaires MeToo plutôt, d'une certaine catégorie socio-professionnelle. On a vu que ça a été dans le cinéma, on le voit en ce moment en France d'ailleurs sur ce sujet. On voit aussi que c'est souvent dans le monde des médias, enfin dans des milieux plutôt favorisés, où ce sont des femmes souvent favorisées qui dénoncent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un privilège de dénoncer qui n'est pas accessible à toutes? C'est vrai qu'il y a un privilège de classe. Quand on parle de MeToo, souvent on oublie Tarana Burke, qui est avant même que l'on parle de MeToo, qui s'est longtemps battue pour les victimes de violences sexuelles chez les femmes blacks. On parle de Alyssa Milano, mais on n'a pas attendu Alyssa Milano et Hollywood pour parler de violences sexuelles. En 2019, au Sénégal, nous avons eu un cas de violence sexuelle. Pour le citer, Ousmane Sonko, un opposant, une jeune masseuse, Adji Sarr, l'a accusé de violence sexuelle, de viol. Mais on a réinterrogé sa catégorie de classe pour dire que c'est une femme pauvre, jeune. Pourquoi est-ce que Ousmane Sonko devrait la violer? Donc on met en face la catégorie sociale, l'ethnie, l'argent, le pouvoir et le genre pour contrecarrer et puis interroger un peu ces violences sexuelles-là et ne pas les croire. J'enchaîne avec le Sénégal, parce que vous y êtes rendu, Virginie, il y a quelques années pour une émission spéciale. Vous aviez à l'époque interrogé les droits reproductifs sur place. Je propose qu'on regarde un extrait, puis on va revenir sur cette question juste après. C'est autonomiser les jeunes filles pour qu'enfin aussi ils puissent avoir les mêmes droits que les hommes ici au Sénégal. Et les hommes, ils réagissent comment par rapport à ça? Bon, ils ne sont pas d'accord. C'est peut-être que de la jalousie. Mais je pense qu'on peut y arriver quand même. Parce que les filles d'aujourd'hui, ils sont tellement braves. Elles sont tellement braves du moins. Et elles vont finir vraiment à y arriver, je pense bien. Virginie, vous aviez constaté à l'époque qu'au Sénégal, les femmes ont très peu de prise sur leur propre contraception. Alors, je laisserai certainement Ndeye Fatou répondre plus à ça, mais de façon générale, en fait, les droits sexuels et reproductifs, c'est au cœur en fait, du combat féministe. C'est-à-dire que c'est l'idée que les femmes ont droit de maîtriser leur corps, leur grossesse notamment, mais toute leur capacité de reproduction, on va dire, pour faire simple. Et dans la plupart des pays, mais que ce soit le Sénégal ou dans d'autres pays ou d'autres continents, y compris en Europe, là où il y a des pressions religieuses, notamment, ou des mouvements religieux
forts, que ce soit musulmans, juifs ou chrétiens, il y a ce combat pour dire non, la femme est avant tout se définit par le fait qu'elle peut avoir des bébés et qu'elle doit avoir des bébés. Et c'est ça, en fait, le combat. Et c'est un combat qui est porté par ce qu'on appelle la diplomatie féministe, notamment défendue en France, mais par d'autres pays également, de dire les femmes doivent pouvoir maîtriser leur corps. Et pas seulement, si je puis me permettre, des bébés, mais des garçons. Parce que le continent asiatique est très fortement impacté par les féticides de masse et les infanticides de masse depuis les années 70, où je rappelle que 200 millions de filles ne sont pas nées ou ont été tuées dès la naissance du simple fait qu'elles étaient des filles. Donc, de surcroît, la charge qui repose sur les femmes, c'est pas seulement de produire des enfants, si j'ose dire, d'être des ventres, mais d'être des ventres dont l'objectif est de produire des mâles. Ce qui continue à accroître évidemment le problème d'une certaine manière. Ndeye Fatou Kane, sur la contraception en général au Sénégal, donc certaines femmes, on l'a vu dans l'extrait, peuvent accéder à la contraception. En revanche, sur l'IVG, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'il y a un plaidoyer qui est porté par plusieurs associations de l'Association des juristes sénégalaises depuis plusieurs années, qui se heurtent à des mouvements anti-genre. Dans le reportage, j'ai vu qu'il y avait un théoricien religieux très connu qui porte un discours contraire à la contraception. Donc, ces mouvements anti-genre-là, qui sortent aux associations féminines et féministes, elles portent de plaidoyer pour que l'avortement médicalisé, déjà, soit une chose votée, pour que toutes les femmes aient accès à la contraception. Christelle a dit, faire des enfants, mais pas que faire des hommes, faire des garçons, faire des mâles, en fait. Alors qu'on voit la dichotomie qu'il y a entre les filles et les garçons. Mais ce plaidoyer, j'ai espoir qu'il sera porté et que nous arrivions déjà à entrer dans le bien commun, dans les préconçus que la contraception doit être une chose normalisée. Donc les droits contraceptifs, c'est la contraception bien sûr, mais c'est aussi l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Aux États-Unis, le renversement de l'arrêt Roe contre Wade qui protégeait l'avortement dans la Constitution au niveau fédéral a remis ce droit en question. Désormais, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes aux États-Unis d'y avoir recours, et ce, y compris en cas de viol. On va écouter ce témoignage qui a été recueilli par l'équipe d'Actuel au Kentucky. Quelque temps après que Roe versus Wade a été annulé, j'ai été violée. Et j'ai pu aller à l'hôpital, prendre une pilule abortive et m'occuper de ma santé mentale. Je ne pensais pas avoir l'énergie de me battre. Mais je l'ai trouvé et je vais continuer à me battre. C'est une chose d'avoir été violée par un inconnu. Et une toute autre chose d'avoir l'impression que mon gouvernement soutient ça et s'octroie des droits sur mon corps sans mon consentement. Voilà pour cet extrait. Christelle Tarot, ça vous a surpris ce retour en arrière sur le droit à l'avortement aux États-Unis? Pas vraiment en fait, parce que ça fait quand même malheureusement plusieurs années qu'on voit à l'œuvre des mouvements fondamentalistes aux États-Unis, conservateurs et fondamentalistes aux États-Unis, parce que le monde critique certains fondamentalismes, mais d'autres beaucoup moins, oserais-je dire. Donc on a une critique du fondamentalisme à géométrie variable. Et donc là, on a clairement des mouvements fondamentalistes qui portent depuis très très longtemps en fait cette révocation du droit fédéral des femmes à l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, ce qui était évidemment un très 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 mauvais signal d'alerte et qui montre effectivement que nos droits sont très fragiles et que ce qui nous sauve, c'est la nécessité de l'unité. Et je crois que nous avons besoin, même si nous sommes différentes, même si nous ne sommes pas dominés de la même manière, même s'il peut y avoir des dominations croisées. Évidemment, on a parlé de la question de la classe, de la question de la race, mais quand même, nous avons des intérêts communs, et ces intérêts communs doivent primer, parce qu'à chaque fois que nous sommes désunis, c'est une catastrophe. Et vraiment, c'est une catastrophe pour les États-Unis, mais de surcroît pour l'ensemble des femmes de la planète. Moi, je pense souvent à ce que disait Audre Lorde, qui disait à chaque fois que les droits des femmes reculent, quand une femme est dominée quelque part, nous le sommes toutes.
Et c'est une réalité très objective, en fait. Donc c'est vraiment un problème, cette révocation. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus un problème que du coup, les mouvements féministes états-uniens sont arc-boutés maintenant à cela, et à cela seulement, parce que l'objectif, évidemment, c'est d'arriver par un travail du social aux États-Unis, à permettre de nouveau à ce droit fédéral d'exister. Mais du coup, toutes les forces féministes sont engagées dans cette bataille, et évidemment, tout le reste est un peu resté sur le bas-côté. En particulier la question des féminicides, qui n'existent pas aux États-Unis, alors que c'est un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes, et où il y a, du fait de la culture des armes, un nombre très conséquent, évidemment, de féminicides par arme à feu. Alors maintenant qu'on a fait la liste de toutes les choses qui touchent les femmes dans leur chair et qui menacent leurs droits, j'aimerais quand même qu'on finisse sur une note d'espoir. Est-ce que vous pourriez me dire, les unes et les autres, ce qui vous paraît être la bataille la plus porteuse d'espoir pour les droits des femmes ces prochaines années, en tout cas le combat que vous espérez voir mener et aboutir? D'un point de vue réaliste ou d'un point de vue utopique? Ouais, on se permet tout. Alors d'un point de vue utopique, moi je veux vous dire que je rêve d'écraser le patriarcat, parce que je crois que la racine du mal dans tous les sens du terme, c'est précisément cela. Et que la seule manière, en fait, de régler ce problème de manière définitive, problème qui, je le souligne, est né lorsque nous faisions espèce, donc est né au temps préhistorique. Donc nous parlons ici d'un système d'écrasement des femmes qui est millénaire, voire multimillénaire. Donc c'est la seule manière, en fait, de régler le problème, de construire des sociétés d'égalité réelle et non pas d'égalité formelle, parce qu'ici en France, nous sommes dans une société d'égalité formelle, mais nous voyons que cette égalité formelle est constamment contestée par les faits. Par exemple, nous sommes ici 4 femmes et depuis le 6 novembre, nous travaillons gratuitement du fait des inégalités structurelles de salaire dans notre pays. Donc il y a énormément de choses à faire. Ndaye Fatou Kane. Alors moi, ce serait de construire une alliance entre les femmes et les hommes. À l'image de ce plateau, quand nous parlons des femmes, nous parlons entre nous, nous sommes entre nous, alors que dans les sociétés, il y a les hommes et les femmes, et ceux qui sont non-binaires dans d'autres sociétés. Donc pour moi, ce serait important que les hommes comprennent aussi que cette lutte les intéresse. On assiste à la sacralisation de la mère, oui, mais moi, je ne peux pas être violent avec une femme parce que j'ai une mère, j'ai des sœurs, mais non, ce serait important que les hommes comprennent aussi que cette lutte les intéresse, qu'ils sont dans des sociétés africaines, européennes ou américaines comme nous, et qu'ils doivent venir rejoindre cette lutte, et que nous arrêtions de faire du travail gratuit, de demander aux féministes de faire de la pédagogie pour qu'ils puissent comprendre. Nous théorisons, nous produisons, nous écrivons, nous faisons des émissions de télé pour que nos sociétés puissent être égalitaires. Donc pour moi, une réelle alliance entre hommes et femmes. Virginie. Moi, juste un petit mot. En fait, moi, je parlerai peut-être du défi qui nous attend, celui de la crise climatique qui touche de façon disproportionnée les femmes. On l'a vu, il y a des conséquences qui est mariage précoce renforcé dans des zones où la sécheresse est de plus en plus importante, par exemple, ou le fait que les filles, maintenant, au lieu d'aller à l'école, vont devoir aller chercher encore plus loin l'eau ou le bois pour leur foyer. Donc, je pense que les femmes doivent participer plus à toutes les décisions concernant le règlement de la crise climatique. On l'a vu lors de la dernière COP. C'est loin d'être le cas encore. Et je pense qu'il faut juste être de façon globale vigilante. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il y a ce qu'on appelle le backlash aussi de façon générale. Mais il y a beaucoup de progrès partout dans le monde. Vous en avez parlé tout à l'heure. En Iran, en Afghanistan, des femmes partout qui font avancer leurs droits. Voilà, il faut juste être vigilante. Et je citerai peut-être juste Simone de Beauvoir qui disait il suffit d'une crise, n'oubliez jamais qu'il ne suffira d'une crise économique, religieuse ou politique pour que les droits des femmes soient remis en question. Donc voilà, je pense qu'il faut être vigilant. Et on le voit tous les jours dans l'actuel, malheureusement. Moi, je souhaite qu'un jour, cette émission n'ait pas besoin d'exister, même si je lui souhaite encore de longs jours. En attendant, on va se quitter en images en regardant justement un petit mélange des 10 dernières années dans l'émission. À très bientôt sur France 24. Et bienvenue dans cette édition spéciale d'Actuel depuis Séoul. Derrière l'image de carte postale se cache une réalité bien plus rude.